Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer la séance d'aujourd'hui en répondant à une question qui m'a été posée à la fin de la séance dernière. Cette question, c'était la suivante: pourquoi Maille a-t-il suscité un plus grand intérêt à Londres qu'à Autourou, à Paris? Alors, essayer d'y répondre va me permettre aussi de revenir un instant sur les deux dernières séances et sur les séjours parallèles des deux Polynésiens en Europe. Comme nous l'avons vu, la présence d'Aotourou n'a suscité à Paris qu'une stérile curiosité, selon l'expression de Bougainville lui-même, c'est-à-dire une curiosité éphémère et stérile. Si l'on accepte, bien sûr, la rencontre avec la Condamine, mais, vous l'avez vu, elle fut néanmoins brève et sans suite. Maille, lui, a été mieux intégré à la bonne société londonienne. Le meilleur indice de cette différence, de traitement et d'intérêt, le meilleur indice, c'est le fait que nous ne possédons pas le moindre portrait d'Aotourou, nous ne savons pas, à part les descriptions, à quoi il ressemblait, alors que nous avons au moins 4 portraits différents de Maille, dont l'un, celui par Joshua Reynolds, qui a fait de lui une véritable célébrité. Et je vous rappelle à ce propos qu'il ne nous reste plus que 4 jours pour réunir les 25 millions manquants. Cela dit, il semblerait qu'une bonne nouvelle soit peut-être en action. Enfin, on en reparlera la semaine prochaine. Alors, comment expliquer cet écart d'intérêt suscité par Maille et Aotourou? Il se peut que cela tienne pour une part, à leur personnalité respective, Maille étant de l'avis général très liant, d'un caractère facile, plus souple aussi, doué d'une grande capacité d'adaptation. Il a surtout réussi tant bien que mal à apprendre l'anglais, et cela a joué de toute évidence dans son succès public. L'essentiel, néanmoins, n'est pas là, mais relève d'un rapport différent à la culture impériale en France et en Angleterre. J'avais essayé de vous le montrer. Cette culture impériale, elle joue un rôle absolument considérable dans la vie intellectuelle et politique britannique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. En France, le voyage de Bougainville ne suscite qu'un intérêt passager lié au parfum de scandale, des récits libertins sur la sexualité tahitienne. Surtout, le voyage de Bougainville est tout de suite rabattu sur des questions théoriques, des récits utopiques. Il est projeté sur les scènes imaginaires de la fiction philosophique. Le véritable Aotourou, dans ce contexte, n'intéresse pas longtemps. En revanche, en Angleterre, les voyages de Cook sont d'une grande importance. Ils mobilisent les ressources de l'amirauté et suscitent un intérêt général et un véritable enthousiasme. Le Pacifique apparaît comme le nouvel horizon impérial et Maille est reçu et perçu dans ce contexte. À peine Cook est-il rentré en août 1775 qu'un 3e voyage est organisé, immédiatement programmé, qui a pour fonction, d'une part, de réinstaller Maille dans son île et de poursuivre l'exploration de l'océan Pacifique. En France, il faudra attendre près de 20 ans, presque 20 ans, c'est-à-dire le voyage de la Pérouse, pour que la monarchie française se décide à organiser un nouveau voyage officiel d'exploration dans le Pacifique. Alors, cela dit, il ne faut pas non plus exagérer cette différence. La curiosité anglaise aussi a ses limites. L'attention de la presse, on l'avait vu, se tarit très vite. Et nous avions vu aussi, à travers le cas de Fanny Burney, que l'intérêt suscité par Maille reste parfois superficiel. Disons que sa capacité à imiter les bonnes manières et la politesse anglaise impressionne, mais ne débouche pas sur un véritable échange, faute d'intérêt réel des Anglais pour la Polynésie. Au fond, en Angleterre comme en France, les élites savantes
aussi bien que politiques et mondaines, n'ont pas vraiment su comment appréhender les deux Polynésiens. Ceux-ci ne sont pas tout à fait assez exotiques ou étranges pour être des sauvages effrayants, mais pas non plus assez semblables pour être des représentants d'une humanité identique venue de l'autre bout du monde. Cela ne tient pas à eux dans ce qu'ils sont, mais au fait qu'ils arrivent en Europe à un moment de basculement des représentations de la diversité humaine, un moment de très rapide transformation des conceptions anthropologiques. Les années 1760-1770 sont marquées par une forte tension entre, d'une part, une conception universaliste, égalitaire, qui refuse l'idée même qu'il y ait des sauvages, et qui peut même aller jusqu'à retourner en critique des Européens perçus comme les représentants d'une société hypocrite et corrompue. Donc ça, c'est la dimension universaliste de la nature humaine. Mais on a d'autre part une conception historique des progrès de l'humanité qui conduit à classer les sociétés selon une échelle des degrés de civilisation. Et on a enfin un troisième élément dont on avait parlé la semaine dernière, qui est un début de classification raciale fondée de plus en plus sur des critères physiques comme la couleur de l'épiderme. Pour autant, l'histoire de Maï et d'Aoturu ne s'arrête pas à leur voyage en Europe ou en Amérique du Sud, si on prend le cas de Paotu au Pérou, ni même à leur séjour parmi les Européens. La séance d'aujourd'hui et celle de lundi prochain sont donc consacrées au retour des Polynésiens dans le Pacifique, autour de trois destins très différents, donc celui d'Aoturu, celui de Maï, mais aussi celui de Paotu, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé jusque-là, mais dont il sera beaucoup question la semaine prochaine. Il existe toute une bibliographie sur les voyageurs venus du lointain en Europe, à différentes époques, et notamment à l'époque moderne depuis les Tupinambas du Brésil, au XVIe siècle, mais on se pose rarement la question de leur retour. Que se passe-t-il lorsqu'ils repartent ? Sont-ils changés ? Ont-ils appris quelque chose ? Qu'espèrent-ils ? Comment vont-ils gérer ce qui est désormais une double culture, ou du moins leur connaissance de l'existence d'un autre monde si différent ? Que font-ils de cet apprentissage, de cette expérience ? Est-ce une ressource ou un embarras ? Une force ou un handicap ? Alors, il est vrai que beaucoup ne reviennent pas. Ainsi, de la célèbre Pocahontas, qui au moment de repartir en Virginie, avec son mari, tomba malade et mourut dans le Kent, sans revoir son Amérique natale. Même lorsqu'ils ou elles repartent, on les perd de vue, car ils sortent des sources européennes. Et il ne reste qu'à imaginer leur sort. C'est ce que fait, par exemple, Jonathan Spence dans son livre sur John Hu, un Chinois converti au christianisme par les missionnaires jésuites. John Hu fut amené à Paris en 1722, Hu, ça s'écrit H-U. Il fut amené à Paris en 1722 par le père Jean-François Fouquet, un missionnaire installé à Canton. Hu était un chrétien enthousiaste, il avait une quarantaine d'années et rêvait de voir le pape. Il devait servir d'aide à Fouquet pour copier des manuscrits chinois. Mais le voyage se passe mal, les deux hommes se fâchent, et surtout à son arrivée à Paris, Hu commence à faire à peu près n'importe quoi, refuse d'obéir, chante dans la rue, si bien que Fouquet le déclare fou et le fait enfermer à Charenton, où il passe 2 ans et demi, il n'en sortira qu'à l'arrivée d'un nouveau missionnaire venu de Chine qui réussira à le faire libérer et à le faire embarquer sur un navire néerlandais en direction de Canton. C'est une histoire qui est assez extraordinaire, qui pose la question de la possibilité même de l'échange culturel. La folie présumée de Hu est-elle un effet du voyage et du choc de l'altérité, ou n'est-elle
que le nom du renoncement de Fouquet à comprendre Wu et à communiquer avec lui. Jonathan Spence, qui était un grand sinologue chinois, il est mort il y a un peu plus d'un an, à qui on doit aussi une très belle biographie de Matteo Ricci, a écrit un petit livre, très court, élégant, porté par une sorte de plaisir, de vivacité du récit, et dont je vous recommande la lecture. Il existe, alors c'est pas ça, oui, non, voilà, je vous ai mis, mais c'est pas grave, je vous ai mis avant la traduction sous un titre un peu plus plat, hein, le chinois de Charenton. Le point que je voudrais signaler, c'est que le livre se clôt par une scène dans laquelle Wu, après son retour à Canton, est interrogé sur son voyage par des enfants de la ville et répond de façon laconique et mystérieuse. Mais comment sait-on ce que John Wu pouvait bien dire au jeune garçon qui l'interrogeait? Comme Bruce Maslach l'a remarqué, dans une recension qui interrogeait les risques d'une histoire trop narrative, d'une histoire flirtant avec la fiction, eh bien, Spence a tout simplement, il le reconnaît d'ailleurs, inventé une petite vignette qui donne à son récit à la fois une touche de vraisemblance et une dimension romanesque. Et pourtant, cette question du retour est essentielle. Elle est essentielle pour comprendre le sens de ces voyages, le rôle qu'ils ont joué dans la vie des individus concernés, mais aussi leur place dans les transformations sociales et culturelles des sociétés insulaires, sous l'effet des premiers contacts. Le retour de l'autochtone dans son pays ou sur son île est une double épreuve. Une épreuve personnelle pour le voyageur, qui a été transformé par le voyage, mais aussi une épreuve théorique pour la philosophie des Lumières, car une question parcourt la réflexion sur la pluralité des cultures et des sociétés. Cette question, c'est la suivante. Une fois initié aux bienfaits de la civilisation, l'autochtone, l'insulaire, va-t-il, de retour chez lui, se faire l'ambassadeur de la culture européenne auprès des siens, ou au contraire, décider de retourner à la vie simple de la nature? Et dans ce cas, s'il décide de retourner vivre comme il le faisait auparavant, est-ce que cela signifie qu'il n'a pas compris ce qu'il a vu en Europe, ou au contraire qu'il a trop bien compris? Et c'est effectivement la question, et c'est une question, on verra la semaine prochaine, que Rousseau notamment a posée, et qui parcourt en filigrane, effectivement, toute la réflexion philosophique des Lumières sur le jeu entre vie sauvage, vie civilisée ou vie policée. Et là, j'utilise volontairement les termes qui sont ceux du XVIIIe siècle. Pour jouer le rôle que les Européens attendent de lui, encore faut-il que le voyageur autochtone ait été non seulement acculturé à la civilisation européenne, mais encore préparé à jouer ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de go-between, qui implique un minimum d'éducation. Or, à Paris, Aotourou semble n'avoir reçu aucune éducation de ce type. Notre vieil ami, le président de Brosse, en était d'ailleurs absolument furieux. Lui qui avait tant plaidé pour une exploration systématique du Pacifique, eh bien, il ne décolérait pas de constater que rien n'avait été prévu pour éduquer Aotourou et pour préparer efficacement son retour en Polynésie. Vous vous souvenez qu'il avait annoté sa copie du rapport de la Condamine sur Aotourou, et voilà ce qu'il notait. Il notait ceci: « Il est certain qu'on n'avait pas amené en France cet insulaire de la Polynésie seulement pour son plaisir et pour lui faire voir Paris et l'opéra, mais pour qu'il servît d'aide et de truchement quand on l'aurait ramené dans son pays pour y faire une alliance et établissement utile à la France. Il fallait donc lui tenir parole et le renvoyer en droiture sur une petite escadre qui aurait fait une course beaucoup plus avantageuse que la première, au lieu de le renvoyer par occasion sur un vaisseau faisant voile aux Moluques. » Avec beaucoup de lucidité, De Brosse craignait qu'une fois dans l'océan Indien, Aotourou ne réussisse pas à rejoindre son île et qu'il se retrouve au fond perdu
dans le Pacifique. Il regrettait surtout le manque de suite dans les idées, l'absence de projet politique cohérent. Après avoir tant plaidé pour que la France mène une politique ambitieuse d'exploration du Pacifique, à la recherche du continent austral, il était désappointé de constater que le voyage de Bougainville ne débouchait sur rien de concret et que même la présence d'Aoutourou avait en quelque sorte été gâchée. Il écrivait encore, je le cite, « C'est ainsi que pour l'ordinaire en France, toutes les peines déjà prises et toutes les dépenses déjà faites se trouvent perdues, faute d'y apporter un esprit de suite. Ici, le plus important était déjà fait, et quoique l'insulaire se soit trouvé n'avoir aucune aptitude pour les instructions, son voyage aurait certainement été d'une très grande utilité pour un établissement et pour la découverte d'un monde inconnu, si on eût voulu le ramener par la route ordinaire. Mais il faut dire aussi que ces sortes de projets, surtout suivis et répétés, excèdent les forces des particuliers et veulent être secondés. Comme vous le voyez, ce n'est pas un souci humanitaire, ni même de l'empathie à l'égard d'Aoutourou qui guidait la critique de Debrosse, mais une déception d'ordre politique, une véritable désillusion devant le manque d'ambition de la monarchie française. En Angleterre aussi, certains jugèrent de façon très négative la façon dont le voyage retour de Maille avait été préparé. En particulier, Georg Forster consacre plusieurs pages de l'introduction, plus exactement de la préface, de son voyage autour du monde à cette question. Alors, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises les Forster, père et fils, mais il est peut-être temps de vous les présenter plus précisément. Johann Forster était un pasteur allemand et un naturaliste assez réputé qui fut recruté par Cook pour pallier la défection de Joseph Banks lors du deuxième voyage. C'était un grand savant, mais il faut bien le dire, un homme très difficile à vivre, et les relations se sont rapidement envenimées avec Cook et d'ailleurs avec la quasi-totalité des autres officiers. Il avait emmené avec lui son fils, Georg, qui à l'époque était encore jeune, il avait à peine 17 ans, mais était déjà une sorte d'enfant savant prodige. Son père lui avait donné une formation scientifique et linguistique et l'avait emmené avec lui lors d'un long voyage scientifique en Russie, alors qu'il n'avait encore qu'une dizaine d'années. En 1766, ils s'installèrent tous les deux, plus tard avec leur famille, l'ensemble de la famille, à Londres, où ils vécurent assez difficilement, notamment en donnant des cours et en effectuant des traductions. Pendant le voyage dans le Pacifique, Forster, Georg, donc le fils, était officiellement chargé de dessiner les spécimens naturalistes, mais il a pris aussi de très nombreuses notes, notamment ethnographiques. Et vous voyez là, sur ce tableau, le père et le fils à Tahiti en train d'examiner et de dessiner donc des spécimens. Au retour en Angleterre, en 1775, les Forster se sont fâchés avec Cook et avec l'amirauté. Johann, donc le père, pensait que ce serait lui qui écrirait le rapport officiel de l'expédition, en tant que savant et naturaliste, mais Cook ne l'entendait pas du tout de cette oreille. Les négociations furent très compliquées, et Forster se retrouvait coincé parce que le contrat qu'il avait signé au moment d'embarquer lui interdisait de publier son récit de voyage sans l'aval des autorités. Avantage, son fils, qui était mineur au moment du départ, n'avait rien signé. Donc, c'est lui qui a publié. En 1777, quelques semaines avant la publication officielle du récit de voyage signé par James Cook, donc il publie un gros volume qui est le récit de son voyage dans le Pacifique, peut-être coécrit avec son père, en tout cas sur la base des notes et du journal de bord de son père. La traduction immédiate en allemand fut un grand succès, valut à Georg Forster un poste de professeur d'histoire naturelle,
Et dans les années 1780, il fut au cœur de la vie savante allemande, polémiquant par exemple avec Emmanuel Kant sur la théorie des races, mais joua aussi un rôle politique majeur, de plus en plus important, notamment par ses engagements en faveur de la Révolution française, et il fut un des leaders de la République jacobine de Mayence, ce qui fait qu'en 1793, il vint à Paris au moment du gouvernement révolutionnaire et de la terreur pour chercher du soutien pour la République de Mayence. Il tombe gravement malade à l'hiver 93-94 et il meurt en janvier 1794 à Paris. Il n'avait pas 40 ans. Son récit du voyage autour du monde, vous voyez ici la première édition, ainsi que l'édition critique absolument admirable réalisée par Nicolas Thomas et Oliver Berghoff, qui y voient, à juste titre, un des plus riches témoignages ethnographiques sur le Pacifique au XVIIIe siècle. Alors, dans le texte du voyage, Forster fait un certain nombre de commentaires sur May. Il le considère intelligent, mais, dit-il, loin d'égaler le génie de Tupaia. Il le trouve chaleureux, amical, poli. Il insiste à son tour sur la couleur sombre de sa peau et il utilise un terme très proche de celui de Cook. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Cook avait parlé d'un échantillon, not a good sample, et Forster, lui, regrette que May ait été choisi comme spécimen pour représenter un peuple qui, par ailleurs, dit-il, était reconnu pour sa peau claire. Vous voyez, ce qu'on avait dit la semaine dernière, la mise en place d'une typologie fondée sur des échelles de couleur de peau. Dans la préface, et c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus, il revient longuement sur le séjour à Londres de May et rappelle que celui-ci a été introduit dans la meilleure société anglaise, qu'il a fréquenté les cercles les plus brillants et a prouvé sa capacité à s'adapter en imitant parfaitement, dit Forster, la politesse élégante qui est un ornement de la société londonienne. En revanche, dit-il, il s'est laissé entraîner et même griser par le tourbillon des divertissements et des amusements, si bien qu'il a perdu de vue sa mission et la perspective même du retour à Tahiti. Il a arrêté de penser au futur et à l'avenir, pris dans ce rythme permanent des fêtes londoniennes. Alors, quand Forster dit qu'il a perdu de vue sa mission, en fait, Forster ne pense pas à ce qui était vraiment la mission que May s'était donnée, c'est-à-dire trouver, vous vous en souvenez, des armes et du soutien pour libérer Raiatea, mais à la mission, à la haute idée que lui, Georg Forster, se fait de ce que devait être la mission historique de May, c'est-à-dire de contribuer à l'amélioration des conditions de vie à Tahiti et au progrès des connaissances de ses compatriotes. Or, May a tellement aimé les fêtes, les spectacles, tout ce qui a charmé ses sens, qu'il n'a pas cherché à acquérir des connaissances nouvelles et utiles, par exemple en matière d'agriculture ou d'industrie. On ne peut pas vraiment le lui reprocher, dit Forster, car il lui aurait fallu pour cela une intelligence et une force de caractère hors du commun pour résister à la séduction de la vie mondaine anglaise. Mais il aurait fallu que quelqu'un prenne soin de lui et qu'on le pousse à s'améliorer en l'aidant à comprendre ce qui aurait été, dit Forster, le plus utile pour l'amélioration de son pays. Surtout, Forster insiste longuement sur les objets que May emporte avec lui au moment de s'embarquer. On lui a donné, dit Forster, tous les objets qui avaient frappé sa curiosité pendant son séjour à Londres. Vous voyez, la curiosité est à double sens. C'est-à-dire un orgue portatif, une machine électrique, de la vaisselle, une cotte de maille, une armure. Au fond, May repart avec des jouets, plutôt qu'avec des outils et des connaissances qui auraient dû faire de lui, dit Forster,
le bienfaiteur et peut-être le législateur de son peuple. Alors vous voyez que la critique, elle est à la fois proche et en même temps assez différente de celle de Brosse. Les deux hommes regrettent que les séjours d'Aotourou et de Maille n'aient pas été mis à profit, que les deux Polynésiens aient été, au fond, livrés à eux-mêmes, abandonnés au plaisir des spectacles et des plaisirs urbains, sans réflexion sur l'utilité de leur voyage. L'opposition entre des plaisirs vains et futiles d'une part, l'utilité de l'autre, est au cœur du langage des Lumières. Toutefois, de Brosse parle un langage assez traditionnel qui est celui du mercantilisme. Il aurait fallu que le voyage d'Aotourou serve les intérêts impériaux et commerciaux de la France. On retrouve ici une thématique patriotique que nous avions déjà décelée dans son histoire des navigations aux terres australes. Forster, pour sa part, développe une approche très différente. L'utilité qu'il a en tête n'a rien à voir avec les intérêts de l'Angleterre, d'autant plus qu'il est allemand. Mais ce qui lui importe, c'est le progrès de la civilisation, et notamment le développement et l'essor des connaissances à Tahiti. De ce point de vue, il incarne parfaitement le point de vue, le regard du savant cosmopolite des Lumières, convaincu de la possibilité du progrès et de l'universalité du savoir, qui peut se déployer partout à condition que le transfert des connaissances puisse se faire grâce à de bons intermédiaires. On remarque toutefois que ce discours universaliste du savoir et du progrès, accompagné de ce fantasme du législateur, eh bien, ce discours s'accompagne d'un thème extrêmement paternaliste à l'égard de Maille. Celui-ci est explicitement considéré comme un enfant. Son jugement est encore en enfance, écrit Forster, et ses inclinations sont puériles, childish. Il lui aurait donc fallu, je cite Forster, un mentor amical pour lui enseigner la vertu et tourner son esprit vers l'utilité et les lumières. On voit alors que le progressisme éclairé de Georg Forster, qui le conduira d'ailleurs plus tard au jacobinisme révolutionnaire, se combine fort bien avec une certaine condescendance, une conception hiérarchisée de l'humanité, non pas en termes d'aptitude intrinsèque, mais en termes de position dans l'histoire. Les Européens, adultes, devant guider les autochtones, enfants, vers une vie meilleure. Finalement, c'est au Pérou que le programme d'éducation fut peut-être le plus cohérent, en tout cas par rapport au projet qui était celui des colonisateurs, enfin en tout cas des Occidentaux, puisque Paotu, lui, fut baptisé, on lui a appris l'espagnol, on le convertit, et on attendait de lui qu'il joue un rôle important pour permettre l'installation de la mission espagnole à Tahiti. Mais c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors, je crois maintenant que vous l'avez bien senti, je n'ai fait jusque-là que retarder le moment d'aborder le voyage retour d'Aotourou. Si je l'ai fait, bien vous pressentez certainement que les choses ne vont pas très bien se passer pour notre ami. Si l'on s'en tient à ce qu'a écrit Bougainville dans la deuxième édition du Voyage autour du monde, Aotourou est reparti vers Tahiti en mars 1770, grâce aux efforts donc de Bougainville lui-même, qui a financé le voyage retour. Diderot, vous vous en souvenez, il fait écho, je le cite, « Bougainville a renvoyé Aotourou après avoir pourvu aux frais et à la sûreté de son retour ». En fait, il ne fait que reprendre ici ce que Bougainville lui-même a écrit, mettant en avant son attachement envers le Tahitien. En réalité, il était prévu, et c'est bien ça qui a mis De Brosse en colère, que le retour d'Aotourou se fasse en deux temps. D'abord, il embarqua à La Rochelle sur un navire qui s'appelait le Brisson, qui était un navire marchand qui se rendait à l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice. Et de là, les autorités devaient organiser une expédition pour le ramener à Tahiti. Parallèlement, le ministre de la Marine, le duc de Choiseul-Praslin, qui était le frère du duc de Choiseul, le
Premier ministre de l'époque, eh bien, donc, le ministre de la Marine, au même moment, envoyait une lettre, donc datée de février 1770, à Pierre Poivre, qui était l'intendant général de l'Île-de-France, pour lui donner les instructions nécessaires afin de s'occuper d'Aotourou. Celui-ci, Aotourou, d'ailleurs, dans toutes ses correspondances, et ça complique un peu les choses, il est désormais désigné comme Putaveri, qui était le nom que lui-même s'était donné, parce que c'était la manière dont il prononçait le nom de Bougainville, puisqu'ils étaient censés avoir échangé leur nom. Praslin demande donc que Aotourou Putaveri soit accueilli, logé et nourri aux frais de Bougainville grâce à l'argent que celui-ci avait investi lors de son passage en 1768, 35 000 livres qu'il avait investis dans une forge appartenant à un certain sieur Hermance. Alors ici, je m'aperçois qu'on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien, ne faites pas semblant, je suis sûr que vous trouvez ça très confus, et c'est normal. C'est normal parce que déjà, Aotourou a changé de nom, il se retrouve à l'autre bout du monde, sur une île isolée, loin de tout. Comment va-t-il retourner à Tahiti? Et pourquoi diable Bougainville a-t-il investi autant d'argent dans une forge au milieu de l'océan Indien, investissement sur lequel reposent maintenant tous les espoirs d'Aotourou de revoir un jour son île. Alors, pour dissiper un peu la confusion, il faut comprendre un peu mieux quelle est la situation à l'île de France et qui est Pierre Poivre. D'abord, quand même très rapidement vous montrer la situation dans l'océan Indien. Donc vous avez ici évidemment Madagascar, l'île Bourbon qu'on appelait, qui est maintenant l'île de la Réunion, et puis ici donc l'île de France qui est aujourd'hui l'île Maurice. Alors ça vaut la peine de s'intéresser un peu à Pierre Poivre, l'intendant de l'île de France, car celui-ci est un personnage tout à fait passionnant, qui a d'ailleurs fait l'objet ces dernières années d'un grand intérêt historiographique. Il a eu une vie mouvementée, un véritable roman d'aventure. Il avait d'abord vécu 2 ans en Chine, comme jeune missionnaire jésuite, prêt à entrer dans les ordres, et il y a développé une immense admiration pour la culture chinoise. Puis, de là, il est passé au Vietnam. Renvoyé en France, il est capturé par un vaisseau anglais. Il perd sa main, se retrouve à Batavia, donc la capitale des Indes néerlandaises, où il découvre, complètement fasciné, le commerce d'épices qui fait la prospérité des Indes néerlandaises et sur lesquelles les Néerlandais avaient le monopole. Dans les années qui suivent, il remplit toute une série de missions d'espionnage en Asie, de l'Inde à la Cochinchine, au service de la Compagnie française des Indes. Puis, il finit par rentrer à Clermont-Ferrand, se reposer un peu, se consacre à des travaux scientifiques. Il devient président de la Société agronomique de Lyon, et là, en 1767, il est nommé intendant des Mascareignes. Les Mascareignes, c'est donc comme ça qu'on appelait cet archipel constitué essentiellement donc de l'île Bourbon et de l'île de France. L'île de France, donc l'actuelle île Maurice, appartenait à la France depuis le début du XVIIIe siècle. Elle avait été découverte au XVIe siècle par les Portugais, puis occupée au XVIIe siècle par les Hollandais, qui avaient largement détruit la flore et la faune locale, notamment le fameux dodo, vous savez, cette espèce d'oiseau emblématique de l'île, justement en tant qu'espèce disparue. En 1710, les Hollandais abandonnèrent l'île, ne lui laissant en fait que son nom, puisque Maurice vient de Maurice de Nassau, et les Français, qui étaient déjà présents à Madagascar et à l'île Bourbon, et prenaient de plus en plus de place dans l'océan Indien, eh bien, prirent possession, au début du XVIIIe siècle, de cette île qu'ils baptisèrent l'île de France. Pendant un demi-siècle, à partir de 1721, elle fut confiée à la Compagnie française des Indes, qui administrait directement l'île, important de nombreux esclaves, mais aussi des travailleurs indiens, favorisant le développement d'une économie de plantation, café, canne à sucre, cocotier. L'île de France devient alors
une pièce importante des ambitions coloniales françaises dans l'océan Indien. Une véritable plaque tournante, et c'est pour ça, évidemment, qu'Aotearoa va s'y retrouver. Après la guerre de 7 ans et la perte des positions en Inde, la monarchie décida de reprendre le contrôle direct de l'île et de nommer en 1767 un gouverneur militaire et un intendant, dotés de tous les pouvoirs administratifs, et cet intendant, c'est donc Pierre Poivre. Celui-ci va mener une politique très active de développement de l'île, notamment en s'efforçant d'acclimater des espèces naturelles, et notamment des épices, comme la girofle et la muscade, et on retrouve ici son désir de briser le monopole néerlandais. Mais aussi, autre action de Pierre Poivre, c'est de lutter contre la déforestation qui était liée au développement des plantations. Il crée ainsi un jardin botanique, aujourd'hui encore très réputé, et il installe une imprimerie. Alors, la gloire récente de Pierre Poivre dans l'historiographie est liée à un livre très important de l'historien américain Richard Grove, intitulé Green Imperialism, et dont vous pouvez lire une traduction partielle en France à la découverte, avec un commentaire très éclairant de Grégory Quenet sous le titre « Les îles du paradis ». La thèse de Grove, c'est que Pierre Poivre aurait été la figure majeure d'une première prise de conscience écologique et qu'il aurait mené à l'Île-de-France, en lien avec les milieux savants et administratifs, une politique volontariste visant à lutter contre la dégradation des sols causée par l'action des Européens. Alors vous voyez que c'est une thèse très forte, parce qu'elle identifie au XVIIIe siècle, et donc aux Lumières, le début d'une conscience écologique fondée sur l'idée d'équilibre naturel, sur l'idée d'une menace que fait peser une action humaine néfaste, et enfin parce qu'elle faisait des îles tropicales dominées par les Européens, et notamment de l'Île-de-France, le laboratoire de cette nouvelle politique. Alors c'est aussi une thèse qui a été beaucoup contestée. On reproche notamment à Grove d'avoir extrapolé à partir de sources trop rares et surtout d'avoir surestimé la conscience écologique et notamment la conscience qu'aurait eu Pierre Poivre d'un changement climatique qui l'aurait poussé à travailler à la reforestation. Je vous renvoie pour la critique récente et la plus cohérente de la thèse de Grove au livre de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les révoltes du ciel. Pour autant, les intuitions de Grove sur l'importance de Pierre Poivre et de son action dans l'océan Indien demeurent, au-delà des critiques qu'on peut lui faire. Alors, il trouve que lui-même, Grove, a été victime en 2006 d'un grave accident de voiture et qu'il est mort en 2020 sans avoir pu reprendre ses recherches. En revanche, d'autres chercheurs ont poursuivi l'enquête, en particulier en France, Grégory Quenet, que je viens de citer, qui a consacré plusieurs articles récents à poursuivre la réflexion sur le rôle de ces îles de l'océan Indien et du Pacifique dans la première conscience écologique occidentale. Il rappelle que la question du climat sur laquelle portent les travaux de Fressoz et Locher n'est pas du tout centrale dans l'argument de Grove, qui lui insistait plutôt sur l'importance de ces îles tropicales comme des lieux de réflexion sur la fragilité des milieux naturels et surtout des sols, dans un contexte qui était aussi celui d'une lutte d'intérêts contre les planteurs et en mettant en avant, de la part de Poivre, les intérêts stratégiques de la monarchie. Par ailleurs, la politique de Poivre, très influencée par les physiocrates, était tournée vers la question de la conservation des ressources et de l'acclimatation de nouvelles plantes. D'où l'importance qu'il accordait au savoir botanique et à la possibilité de faire venir des épices des îles Moluques, tenues par les Néerlandais et les Portugais, pour les cultiver à l'Île-de-France. C'est pourquoi, en 1768, il fut ravi de voir arriver Commerson et Jeanne Barré, puisque je vous rappelle que lors du voyage de Bougainville revenant du Pacifique pour rentrer en France, Commerson et Jeanne Barré ont débarqué à l'Île-de-France, où ils sont restés pour poursuivre
leurs travaux naturalistes et donc travailler avec Pierre Poivre sur les milieux naturels à l'Île-de-France. Les carnets de Commerson, qui sont conservés au Muséum d'histoire naturelle, témoignent de cette collaboration avec Pierre Poivre. D'autant qu'au même moment, arrivé sur l'île, un autre personnage, le jeune Bernardin de Saint-Pierre, un écrivain voyageur âgé de 30 ans, doté d'une forte sensibilité écologique, et qui allait passer 2 ans sur l'île, de 1768 à 1770, et contribuer au développement d'un projet de conservation. C'est d'ailleurs à l'Île-de-France que Bernardin, 20 ans plus tard, situera l'action de son roman Paul et Virginie, qui fut, vous le savez, un des grands best-sellers de la fin du XVIIIe siècle. Or, comme nous allons le voir dans un instant, Bernardin a rencontré 2 fois à Autourou, à l'Île-de-France. Poivre répond au ministre, aux instructions du ministre, avec enthousiasme. À l'entendre, Autourou est arrivé sur l'île et il s'y plaît beaucoup. Poivre prétend même avoir développé avec le Tahitien des liens affectueux et presque filiaux. Il va jusqu'à écrire « Soyez assurés que je ferai pour Putaveri tout ce que je ferai pour mon propre fils. Cet Indien m'a singulièrement intéressé depuis le moment que j'ai su son histoire, et son honnêteté naturelle m'a fortement attaché à lui. Aussi me regarde-t-il comme son père et ma maison comme la sienne. » Alors, ne perdons pas de vue tout de même qu'il s'agit d'une lettre adressée au ministre, que nous ne sommes pas obligés de prendre Pierre Poivre au pied de la lettre. D'ailleurs, il n'alla pas quand même jusqu'à loger à Autourou chez lui. Poivre précise ensuite qu'il n'est malheureusement pas possible d'organiser une expédition à Tahiti tout de suite, faute de bateau, et que Autourou Putaveri devra donc attendre septembre prochain, il vient d'arriver, on est en octobre, devra attendre septembre prochain afin de profiter de la belle saison dans l'hémisphère sud pour voyager. Il prévoit néanmoins de tout organiser pour son transfert, je cite, « Je lui donnerai, outre les outils et instruments en fer de toute espèce, des grains à semer, et surtout du riz, des bœufs et des vaches, des cabris, enfin, tout ce qui me paraîtra, d'après ces rapports, devoir être utile aux bons Tahitiens, qui devront à la générosité française une partie de leur bien-être. » Vous voyez que finalement, il y a une continuité du discours français, mais bon. Pourtant, 2 événements vont modifier la situation. D'abord, un changement politique. En décembre 1770, donc ça fait au moment quasiment où Autourou vient d'arriver à l'Île-de-France, eh bien, à l'instigation de la nouvelle favorite du roi, Madame du Barry, les Choiseul sont disgraciés. Bougainville et par conséquent Autourou et par conséquent Pierre Poivre perdent leurs principaux protecteurs. Ensuite, Bougainville apprend que la forge de M. Hermans a fait banqueroute. Il écrit donc une lettre catastrophée au nouveau ministre de la Marine, bourgeois de Boanne, en demandant que la monarchie prenne en charge le transfert et la subsistance d'Aotourou. Et il commence déjà à envisager que celui-ci soit obligé de rester définitivement à l'Île-de-France. Finalement, la situation se débloque. Elle se débloque grâce à un nouveau venu, Marc-Joseph Marion Dufresne, qui se propose au printemps 1771 pour organiser une expédition vers Tahiti, en passant par le sud de l'Australie et par la Nouvelle-Zélande. Marion Dufresne est un marin expérimenté, âgé de 47 ans, né à Saint-Malo, dans une famille de négociants et d'armateurs. Il a fait une longue carrière de capitaine de navire, d'abord comme corsaire, puis dans la marine marchande au service de la Compagnie des Indes. Depuis quelques années, il est installé à l'Île-de-France où il a acheté quelques terres. Il a déjà eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec Pierre Poivre, en particulier pour des expéditions aux Seychelles et en Inde, notamment pour fournir des esclaves à la colonie. Mais maintenant, il rêve d'une expédition plus importante. Et donc, l'arrivée conjointe dans l'île d'Aotourou et des directives ministérielles lui offre une excellente occasion pour faire financer par la colonie un voyage au long cours. Alors, il fait jouer ses relations, notamment son cousin, qui est un ancien gouverneur de l'île,
et il obtient de Pierre Poivre et du nouveau gouverneur de se porter garant auprès du ministère. Le trajet est prévu, partir se ravitailler au Cap, passer par la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, puis remonter vers Tahiti, et au retour, s'arrêter à Timor pour faire du commerce. L'arrangement est le suivant, la colonie prête un navire, qui s'appelle le Mascarin, qui est un ancien navire de la Compagnie des Indes, et Marion Dufresne, lui, en achète un autre, le Bruni, qu'il rebaptise le Marquis de Castres, c'est un peu plus chic. Et tous les frais sont avancés par Pierre Poivre, et donc par la colonie. Marion Dufresne devra rembourser avec les bénéfices du commerce qu'il doit faire pendant le voyage retour. Alors, je vous explique tout ça pour que vous compreniez qu'au fond, le fait qu'Aotourou se soit embarqué avec Marion Dufresne pour repartir à Tahiti est le fruit du résultat d'un projet de long terme, finalement, d'une série de circonstances hasardeuses et de la politique et des intérêts qui étaient ceux justement de Pierre Poivre et du milieu autour de lui. Marion Dufresne était sans doute désireux de participer au grand mouvement de découverte des terres australes. Il était aussi mu par les perspectives du commerce qu'il comptait effectuer au retour. Et surtout, et là on a un témoignage qui est celui d'un astronome, Alexis-Marie Rochon, qui était sur place au même moment et qui dit que Marion Dufresne avait reçu de Pierre Poivre des instructions secrètes pour rapporter à l'Île-de-France des plants d'épices, ce qui est tout à fait vraisemblable, étant donné l'obsession de Pierre Poivre à l'idée de transformer l'Île-de-France en île aux épices. Au printemps 1770, donc juste quelques mois auparavant, il avait reçu de nouveaux plants de girofliers et de muscadiers venus clandestinement des Moluques, mais il espérait renouveler l'expérience. Surtout, et ça c'est un point assez frappant, il imaginait que Tahiti pourrait fournir des épices, ce qui lui permettrait de contourner le monopole néerlandais. Dans une lettre au ministre bourgeois de Boine, en août 1771, donc quelques semaines avant le départ d'Aotourou, il affirme qu'Aotourou a reconnu des épices qu'on lui a montrées et que cela prouve que ces épices existent dans son île, ce qui était évidemment une extrapolation un peu aventureuse. Alors que sait-on maintenant du séjour d'Aotourou à l'Île-de-France? Séjour qui a duré quand même 1 an, aussi long que son séjour à Paris. Eh bien, on en sait peu de choses. On en sait très peu de choses. Poivre dit qu'il se portait bien et qu'il était joyeux. On aimerait avoir le témoignage de Commerson, qui connaissait Aotourou. Manque de chance, pendant toute l'année où Aotourou était à l'Île-de-France, Commerson, lui, était à La Réunion, enfin à l'île Bourbon. Alors, en revanche, nous avons la chance d'avoir un double témoignage de Bernardin de Saint-Pierre. Celui-ci avait déjà rencontré Aotourou lors du premier voyage, et il avait écrit à ses correspondants en France qu'il avait dîné, je cite, avec un Cupidon des îles australes. Dans le long récit qu'il publie en 1773, j'ai oublié de vous mettre les... Voilà, c'est pas grave, qui s'appelle « Voyage à l'île de France et à l'île Bourbon », il raconte plus longuement la fréquentation d'Aotourou lors du séjour de 1771-72. Il écrit d'abord « Quelques jours avant de partir, je revis Aotourou, cet insulaire de Tahiti que l'on ramenait dans son pays. Je l'avais trouvé à son passage franc, gai, un peu libertin. À son retour, je le voyais réservé, poli et maniéré. » Le passage par Paris, quoi. Bernardin précise que Aotourou était intelligent et que, sans parler français, il se faisait très bien comprendre par signes. Il ajoute « Il était enchanté de l'Opéra de Paris, dont il contrefaisait les chants et les danses. Il avait une montre dont il désignait les heures par leur usage. Il y montrait l'heure de se lever, de manger, d'aller à l'opéra, de se promener. » Alors, c'est une anecdote minuscule, mais très intéressante, parce que la montre ici est évidemment le symbole matériel, technique, d'un nouveau rapport au temps. Le temps occidental et urbain, mesuré, scandé par les heures, objectivé par les aiguilles de la montre, et non plus le temps de la nature, des saisons, de la course du soleil et des marées.
D'ailleurs, les activités mentionnées sont elles-mêmes très socialisées. L'heure d'aller à l'opéra, l'heure de se promener, c'est une chose assez inouïe si on y pense. Il y a une heure pour se promener, une heure spécifique, ce qui renvoie à la fois à l'idée d'une journée organisée selon des rythmes sociaux précis, mais surtout au fait que la promenade est elle-même, dans le Paris des Lumières, une activité fondamentalement sociale. On se promène pour voir et pour être vu. Il faut donc se promener à la bonne heure, c'est-à-dire à la même heure que tout le monde. Ce temps moderne, celui du découpage de la journée en heures, est lié aux grandes innovations technologiques de l'Europe, avec l'horlogerie, d'abord sous la forme des grandes horloges monumentales, puis des montres individuelles qui commencent justement à se développer au XVIIIe siècle. Mais la montre est aussi le symbole du luxe parisien, puisque l'innovation horlogère était à l'époque, dans les années 1760-70, concentrée à Paris. C'était le moment où les montres commençaient à se répandre dans l'aristocratie et la bonne société, et on peut penser qu'Aotourou était très fier de ce symbole, de son adaptation à la vie parisienne, de l'autonomie aussi qu'il avait réussi à gagner à Paris, ce qui corrobore le témoignage de Bougainville. Toutefois, pas d'opéra, peu d'amis, Aotourou s'ennuyait à l'Île-de-France, se promenant seul, et Bernardin évoque alors un épisode assez saisissant. Un jour, je l'aperçus dans une méditation profonde. Il regardait à la porte de la prison un noir esclave à qui on rivait une grosse chaîne autour du cou. C'était un étrange spectacle pour lui qu'un homme de sa couleur, traité ainsi par des Blancs qu'il avait comblés de bienfaits à Paris. Mais il ne savait pas que ce sont les passions des hommes qui les portent au-delà des mers et que la morale qui balance ses passions en Europe reste en deçà des tropiques. Alors c'est un passage qui appelle plusieurs commentaires, même s'il est évidemment assez parlant par lui-même. D'abord, il y avait bien de nombreux esclaves à l'Île-de-France, certains venus d'Afrique, d'autres de Madagascar, d'autres encore d'Inde du Sud. Leur nombre a augmenté sous l'intendance de Pierre Poivre, passant de 15 000 à 20 000 en quelques années. Megan Vaughan, je vais en revenir après, qui a écrit le livre de référence sur l'Île-de-France au XVIIIe siècle, y voit une des limites majeures du colonialisme des Lumières qu'incarne Pierre Poivre. Colonialisme des Lumières, c'est sa formule. Alors même que celui-ci, Pierre Poivre, qui était un savant éclairé, était en principe hostile à l'esclavage, il le considérait comme une nécessité économique et sociale pour le développement de la colonie. Et dans le même temps, il prétendait civiliser et adoucir le sort des esclaves en faisant appliquer strictement les règlements royaux, c'est-à-dire ce fameux Code noir de Louis XIV, qui était perçu comme une protection à l'époque, comme une protection des esclaves contre la toute-puissance des colons, alors que nous ne pouvons pas aujourd'hui le lire sans effroi, horrifié de la déshumanisation qu'il impliquait, les esclaves étant considérés comme de simples objets de propriété. Deuxièmement, Bernardin n'hésite pas à identifier Aotourou comme étant noir, ce qui est au fond assez surprenant, mais correspond bien à la perception qu'il en a eue dès leur première rencontre, insistant lui aussi, après bien d'autres, sur sa couleur de peau très sombre. Mais surtout, pour bien comprendre, il faut savoir quelle était la situation à l'Île-de-France. À la différence des Antilles, la population n'était pas divisée entre blancs et noirs, entre Européens et esclaves d'origine africaine. En fait, il existait sur l'île de très nombreuses populations. Outre les Européens, il y avait donc les esclaves africains, beaucoup d'Indiens venus de Pondichéry, dont le statut était ambigu entre travail forcé et esclavage, mais aussi donc des Malgaches, des Malais, des Indiens de la côte du Malabar. Beaucoup étaient esclaves, mais pas tous, et en tout cas, tous ceux qui n'avaient pas un travail libre étaient considérés comme noirs. La couleur ici était presque générique, elle renvoyait moins à l'origine africaine ou à la couleur de la peau qu'à la diversité des statuts serviles. Il n'empêche, cette couleur de la peau d'Aotourou, cette couleur sombre pour un Tahitien, dont nous avons vu combien elle avait troublé les Européens dans leur façon d'accueillir Maï et Aotourou,
troublant l'effet d'identification, eh bien, joue à nouveau un rôle crucial à l'Île-de-France, mais dans un contexte, cette fois très différent, celui d'une société esclavagiste. Troisièmement, Bernardin utilise l'épisode pour mettre en évidence l'hypocrisie des Européens, la différence entre leurs sentiments éclairés en Europe et leurs pratiques dans les colonies. D'autres passages du texte de Bernardin sont ouvertement critiques envers l'esclavage. Dans un chapitre consacré aux esclaves, il écrit cette phrase « Je ne sais si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter, on dépeuple l'Afrique afin d'avoir une nation pour les cultiver. » Et dans le voyage à l'Île-de-France, une assez célèbre gravure de Moreau le Jeune illustre ce point. On y voit des esclaves travaillant dans une plantation avec ce commentaire « Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes ». Bernardin est typique de cette génération de philosophes et d'écrivains de la fin du XVIIIe siècle qui reprennent la critique de l'esclavage que l'on trouvait déjà chez Helvétius et Voltaire, mais sous une forme plus ouvertement abolitionniste, même si Bernardin, c'est important de le noter, ne s'engagera jamais activement dans la lutte pour l'abolition. En tout cas, il met en scène dans ses écrits les contradictions des Lumières européennes, partagées entre ouverture hospitalière et cosmopolite et mercantilisme colonial fondé sur l'exploitation servile. Revenons maintenant au départ d'Aotourou à bord du Mascarin. On peut imaginer sa joie, peut-être aussi une légère appréhension à l'idée de retrouver son île. Au moment où il embarque, le 16 octobre 1771, il est déjà malade. Il a de la fièvre depuis quelques jours, à tel point que le gouverneur envoie un médecin pour l'examiner. Celui-ci ne diagnostique rien de grave et le bateau appareille le lendemain. Mais très vite, la fièvre s'aggrave et la variole se manifeste par ses premiers symptômes, notamment l'éruption cutanée. Le chirurgien-major soigne à Aotourou, les officiers hésitent sur la marche à suivre. Faut-il revenir à l'Île-de-France ou continuer le chemin? Finalement, il décide de faire escale à Fort-Dauphin, le port fortifié sur la côte de Madagascar. Pendant ce temps-là, la situation de la santé d'Aotourou se dégrade. Nous pouvons la suivre très précisément grâce au procès-verbal rédigé et signé par les officiers de bord. La fièvre est de plus en plus forte. On déplace Aotourou, on fait retirer un canon pour lui ménager un petit espace, peut-être aussi pour éviter la contagion, ce sera inutile, un quart du navire va attraper la variole. La fièvre est de plus en plus grande. Le 6 novembre, Aotourou se met à délirer, il n'arrive plus à respirer. Les pustules varioleuses qui couvrent son corps sont devenues, selon l'expression du médecin, livides pourpres. Il meurt le soir même et son corps est jeté dans l'océan. Aotourou ne reverra jamais son île qu'il avait quittée 3 ans et demi plus tôt. J'avais pensé d'abord à donner à cette séance le titre de « Mourir à Madagascar », puis j'ai trouvé que c'était trop pathétique. Véronique Larcade a consacré un article bien documenté à la disparition d'Aotourou. Elle utilise le terme à dessein car à ses yeux, Aotourou n'est pas seulement mort, on l'a fait disparaître. Bon, bien sûr, pas au sens où on l'aurait assassiné, je vous rassure, on ne va pas quitter le film d'aventure à grand spectacle pour un polar à la Scorsese avec Joe Pesci dans le rôle de Marion Dufresne, mais parce qu'au fond, on voulait se débarrasser de lui. Elle désigne ainsi une série de responsabilités. D'une part, celle de Bougainville, qui aurait été pressé de renvoyer Aotourou dans le Pacifique, parce qu'au fond, sa présence à Paris gênait ses plans de carrière. Celle du ministère, qui n'a pas voulu financer une nouvelle expédition dans le Pacifique. Enfin, celle de Marion Dufresne, qui n'aurait pas dû partir alors qu'Aotourou était malade, ou aurait dû faire demi-tour. Pris par ses engagements commerciaux, Marion Dufresne aurait sciemment condamné Aotourou pour ne pas mettre en péril son voyage. Personnage louche, espèce de trafiquant interlope,
il aurait, je cite, pratiquement condamné à mort Aotourou. Alors, il y a une part de vrai dans ces reproches, mais plutôt que de pointer les responsabilités individuelles, il me semble important de comprendre pourquoi les Français ont si mal organisé le rapatriement d'Aotourou. Il semble que celui-ci était victime d'un mélange de désinvolture et de malchance. Mais ce qui frappe, comme l'avait relevé De Brosse, c'est l'absence de détermination politique. Et surtout, l'autonomie dont bénéficiait l'Île-de-France. Loin de n'être qu'un rouage d'une grande machine coloniale dirigée depuis Paris, la colonie mène sa propre politique, où les décisions sont laissées à l'appréciation des acteurs locaux, ce qui confirme le jugement porté sur ce point par l'historienne des sciences Lisa Roberts. Si on revient sur la comparaison avec l'Angleterre, où les voyages d'exploration du Pacifique sont tous organisés par l'amirauté, on voit s'inverser complètement le stéréotype habituel. La politique scientifique et impériale britannique est nettement plus centralisée que la politique française. Alors, avant de clore cette séance, juste en 2 minutes, je voudrais d'une part très rapidement évoquer la suite du voyage de Marion Dufresne, qui n'est pas moins tragique. Après la mort d'Aotourou, Marion Dufresne est allé se ravitailler au Cap. Il a ensuite découvert quelques îles. L'expédition arrive en Tasmanie, qu'on appelait à l'époque la terre de Van Diemen. Et Marion Dufresne et ses compagnons furent les premiers Européens à entrer en contact avec les aborigènes de Tasmanie, qui vivaient sur l'île depuis des dizaines de milliers d'années. Et c'est d'abord d'ailleurs le début d'une absolue catastrophe pour les aborigènes de Tasmanie. Puis les 2 navires arrivent au nord de la Nouvelle-Zélande, où ils passent plusieurs semaines, nouant des relations amicales avec les populations maoris, jusqu'au 12 juin 1772, lorsque Marion Dufresne et une trentaine de ses hommes sont attaqués, tués et sans doute mangés. Le reste des 2 équipages réussit à s'échapper, rentre à l'Île-de-France, n'ayant ramené ni Aotourou à Tahiti, ni rapporté à l'Île-de-France les précieuses épices attendues par Pierre Poivre. Sur le voyage de Marion Dufresne, j'ai été obligé d'être trop court ici, je vous renvoie à l'étude de référence qui est celle d'Édouard Duiker. Pendant ce temps, à Tahiti, attendait-on le retour d'Aotourou ? Il semble que non, et c'est peut-être un des aspects les plus tristes de cette histoire. Lorsque les Anglais retournent à Tahiti, quelques mois plus tard, en 1772, lors du 2e voyage de Cook, on ne leur demande aucune nouvelle d'Aotourou. Même lorsqu'ils se rendent à Itiaha, la plage où les Français avaient accosté, la curiosité n'est pas plus grande. Pourtant, ils rencontrent Réti, le chef avec qui Bougainville s'était lié et qui lui avait confié Aotourou. Réti demande à Forster de saluer Bougainville à son retour en Europe, mais il ne dit pas un mot à propos d'Aotourou. Cook lui-même en est étonné. Et c'est un point, je vous l'avoue, que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, car nous ne sommes que 4 ans après le départ d'Aotourou. Pourquoi une telle indifférence à son sort ? Cela indique au moins, de façon presque certaine, qu'Aotourou n'était pas le fils de Réti, comme cela est parfois écrit, ni même un membre de sa famille, et certainement que Réti n'a servi ici que d'intermédiaire à la demande d'Aotourou. Mais qu'est devenue la jeune fille qui pleurait au moment du départ d'Aotourou, celle à qui il avait offert des boucles d'oreilles et dont Bougainville se demandait si c'était une sœur, une fiancée ou une épouse? Attendait-elle son retour ou l'avait-elle oublié? C'est un point sur lequel, sans doute, nous n'aurons jamais de réponse. Je vous remercie.